Well, my first question will go to you, of course, Anthony and Joe Russo. I mean, obviously Captain America the Winter Soldier is very much a sequel to Captain America First Avengers and to Avengers. How exciting was it to embrace both the Marvel Cinematic Universe and the Captain America, the heroic mythology it is, and how did you make it your own? Comment se sont-ils appropriés l'univers Marvel, bien sûr, et aussi la mythologie de Captain America? It's interesting. It's been an interesting journey for us. I mean, I started collecting comic books when I was 10 years old. I have a very large collection still in my closet, thousands of books. So we're fanboys. I loved Captain America as a kid, but there are components of the character that I thought were a little superficial and somewhat jingoistic. Ed Brubaker wrote this great run in 2005 about the Winter Soldier. It was deconstructionist and postmodern and very interesting take on Captain America. It was thematically, it turned the mythology on its head. So we really embraced that. I started collecting. Frank Miller was a very important writer, and he was a big influence on us. Sorry, go ahead, Fred. Voilà, et bien pour nous, ça a été évidemment un voyage passionnant parce que depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les comics justement et j'ai toujours dans mon placard des milliers de comics. Donc nous sommes vraiment des fans absolus. Et c'est vrai qu'enfant, moi j'adorais par exemple Captain America, mais je lui trouvais des aspects un peu superficiels, un peu égoïstes en quelque sorte. Et lorsque j'ai lu la version en Ed Brubaker en 2005, évidemment du Soldat d'hiver, et bien soudain je me suis dit tiens, c'est une façon de déconstruire le personnage, de faire du postmoderniste en quelque sorte avec Captain America. Donc c'était un angle qui m'intéressait particulièrement puisqu'il renversait finalement le mythe et la mythologie. Et puis bien sûr, Frank Miller a été une grande influence également. What about you, Anthony? Yeah, well, it's the great thing about this movie for us is it combines two great passions for us. One is comic books, but the other one was Marvel told us they wanted to set Captain America in a modern-day political thriller that was inspired by the great political thrillers of the 70s. And we grew up on those movies. We used to watch them on the Late Show with our dad, who's in the back of the room over there. Movies like Marathon Man, 3 Days of the Condor, these great thrillers of the 70s, helped us form our understanding of cinema and the cinematic language. And so the fact that we got to combine both the comic book passion and that genre was really special for us. Alors c'est vrai que il y avait deux choses vraiment qui étaient aussi fascinantes. C'est que nous pouvions, grâce à ce film, finalement combiner deux passions. Celle que nous avions évidemment pour les comics, mais aussi celle que nous avions pour les thrillers politiques des années 70, finalement, qui nous ont fait grandir. Je me souviens de regarder avec notre père, qui est d'ailleurs là-bas au fond de la salle, The Late Show, et on regardait Marathon Man ou bien Les 3 jours du Condor. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un modèle, un genre que nous avons pu explorer grâce à Captain America. Donc vraiment, ce mix évidemment, de Marvel, du Captain America, mais aussi des thrillers politiques des années 70 sont deux influences dominantes dans ce film. Well, there's a question really for you three now. I mean, did their vision, in a way, change your take on the characters you know so well? I mean, the script also involved and was more challenging this time around. Yeah, personally, very much so. I mean, you always have to have a certain marriage with your director, not just in an intimate, personal level in terms of the interpretation of your performance, but just knowing visually what they're going for. You know, it's filmmaking is a very intangible process, so the more communication you can have with your director, the better the final product will be. But my first meeting with the Russos was so promising because we really had such similar aspirations as to where we wanted to take the character and how we wanted him to move, especially physically. In the first two Captain Americas, he was just becoming acclimated with his abilities, and we just wanted to try and show why he deserved the spot on the Avengers roster, and just kind of borrow some more dynamic fight styles from some other films that really nailed that kind of action combat genre. Alors, c'est vrai que c'est très important lorsque l'on tourne un film qu'il y ait une relation très personnelle avec le ou les réalisateurs, presque un mariage
parce que visuellement, c'est vrai qu'un film, l'art de faire un film, eh bien c'est très intangible. Donc plus il y a de communication, et plus effectivement c'est important pour des acteurs. Je me souviens lors de ma première rencontre avec Anthony et Joe, eh bien nous avions les mêmes aspirations finalement. Nous voulions effectivement pousser le héros plus loin. Je dirais non seulement plus loin géographiquement, mais aussi physiquement. Dans les deux premiers, en quelque sorte, il s'habituait à ses capacités, à ses pouvoirs. Mais là, aujourd'hui, on veut montrer pourquoi il a un rôle aussi essentiel, évidemment, dans la mythologie des Avengers, et pourquoi il a cette position si importante. Et on va donc donner, physiquement parlant, eh bien, un style de combat bien plus moderne, bien plus adapté, une technique accrue, ce qui fait que pour moi, c'était très intéressant. What about you, Scarlett, the Black Widow? How much have you changed or not with the vision? I didn't, you know, when I first spoke to Kevin Feige at Marvel about the widow appearing in this movie, I didn't really know how she would fit in with the Cap story, because obviously in his previous life, or that, you know, in his previous incarnation, it would have been totally, I mean, it seems to be just a kind of way to stuff me in. And of course, after I heard, you know, the Russo brothers take through Feige's, was about, you know, this sort of flavor they wanted to infuse this film with, you know, that kind of 1970s political thriller. And, you know, of course, it was my character having sort of this past that would definitely favor towards a kind of an espionage type of story. That made much more sense to me. I mean, obviously these characters don't really fit in a romantic context, so, you know, it was kind of about trying to find a kind of a common ground between them. And I think you kind of do find an unexpected common ground, kind of similarities between them. Alors voilà, c'est vrai que lorsqu'au départ j'avais rencontré Kevin Feige de Marvel, bien sûr qui dirigeait Studio Marvel, eh bien je me demandais vraiment comment mon personnage allait finalement exister au sein de cette mythologie. Alors c'est vrai que dans les deux précédents, eh bien j'étais un peu juste là comme un personnage, mais on ne me voyait pas vraiment évoluer, alors que ici, lorsque j'ai parlé avec effectivement les frères Russo en quelque sorte et leur vision du thriller politique des années 70, soudain j'ai aimé le ton particulier, la vision particulière qu'il voulait donner à ce personnage. Et mon personnage cette fois-ci, même si son passé reste un peu mystérieux, il y a cet angle d'espionnage qui m'intéressait beaucoup. Et puis il n'y a pas de contexte romantique qui est possible ici, mais justement ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve avec Captain America, eh bien finalement il y a, de façon tout à fait inattendue, on découvre des similarités entre les deux personnages, et c'est cela qui m'a intéressée. What about you, Nick Fury? I mean, did you change your take, or is it still the same Nick Fury? Well, the same Nick Fury, but interestingly enough, we don't see Nick Fury too often where he doesn't have the upper hand. So when he does feel duped, he has to reach out in another way and try and find the answers to the questions that he has in his mind and he has about his organization. And it was great. You know, it's always great to kind of come back to the Marvel universe, no matter what. You know, we all go off and do other things, and then we come back and we put these costumes on, and it's kind of like we're the kids in the playground who come back together and kind of go, so what have you been doing? What have you been doing? So what game are we going to play today? And we all get together and we start playing this new game. And Russo brought a new game, which was very interesting and great for us to play. So it was great. Alors voilà, évidemment, je suis toujours Nick Fury, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on me voit davantage en quelque sorte dans l'action. Car lorsque je me sens trahi, eh bien je dois agir de toute façon. Et donc, je dois trouver des réponses à des questions que je me pose non seulement par rapport à moi-même, mais par rapport évidemment à mon organisation. Et ce qui est génial avec finalement les films et les héros Marvel, c'est que bien sûr on fait tous entre des films Marvel d'autres choses. Donc quand on se retrouve, on discute, on échange des idées, on se dit alors qu'est-ce que vous avez fait entre temps, et puis surtout on est prêt à jouer le jeu. Et le jeu que nous a proposé les frères Russo, il a été un jeu passionnant, donc on a eu beaucoup de plaisir à se retrouver tous ensemble. Question à vous, ici. Bonjour.
C'est une question qui concerne le personnage de Steve Rogers, contrairement à Tony Stark ou à Thor, qui, on va dire, se la pète quand même beaucoup. Steve Rogers, c'est quelqu'un de très simple, qui est arrivé tout ça un peu par hasard, qui a du mal à accepter ses pouvoirs dans le premier film. On cherche encore sa place dans le deuxième. Alors maintenant qu'on sait que vous êtes attaché au troisième film, comment est-ce que vous pensez le faire évoluer? Et puis pour Chris aussi, savoir comment est-ce qu'il aborde ce personnage qui est finalement très simple, enfin trouver sa place entre héroïsme et homme normal. Voilà. Well, this is a question for you as Steve Rogers and of course Captain America. Very much unlike Tony Scott or Thor, you don't basically flaunt it. I mean, you are more humble, more simple, more grounded. And now that you've accepted your powers and you're working on them, how did your character evolve? And also, how do you find a balance in a way between his heroism and his humanity? Well, he's a selfless man, which always makes it a challenge to find an arc in the character, given the fact that he refuses to bleed on people. And his acclamation is just about trying to understand the way society works today. I think it's very different than the 1940s, and I think that kind of new vision of the way things operate shines a light on what we've all become accustomed to. I don't know if I answered the question. Was that close? Well, it's your answer. There it is. It's part of your answer. Alors voilà, vu la réponse, c'est vrai que lorsqu'on en a un caractère finalement qui est comme ça, sans vanité aucune, c'est très difficile de lui trouver un arc parce que finalement c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il découvre que la société a extrêmement changé, évidemment, depuis les années 40, et cette nouvelle vision de la société, eh bien, évidemment, apporte une lumière crue et différente sur ce que finalement nous acceptons tous de plus en plus. That was part of the question. The other part of the question, I believe, was how do you balance heroism and humanity in your character? Well, I think they feel one and the same, really. I mean, I don't think he considers himself a hero. I think that's the first step. I think there's no ego. There's no this wasn't a choice. You know, this was kind of given to him, and he's made a life of giving himself back to people. So heroism, I don't necessarily think comes into the perception when he wakes up in the morning and chooses to put on the suit and be a hero. I don't think he sees himself that way. So I think that kind of strikes a balance in terms of, you know, humanity and humility, really. Alors, en fait, c'est vrai que Captain America, lui, il ne se considère pas du tout comme un héros. Il n'y a pas de ego ici, ce n'est pas un choix conscient qu'il a fait, même s'il a décidé finalement de donner sa vie pour ce choix éventuellement, mais surtout le terme d'héroïsme lui-même n'est pas un mot qui entre dans son vocabulaire lorsqu'il se lève le matin, qu'il met son costume. Donc je crois que dès le départ, il y a un équilibre très sain entre finalement son humanisme finalement et son humilité profonde. Bonjour, bonjour. Voilà. C'est une question, pardon, je suis là. Une question pour Chris, Anthony et Joe. En fait, c'est tout bête, mais ça va un petit peu dans la première réponse de Chris par rapport au combat. Est-ce que c'est facile de jouer avec un bouclier toujours accroché au bras? Et pour les réalisateurs, visuellement, est-ce que c'était justement difficile d'utiliser cette arme? Well, of course, I mean, was it difficult, from the acting viewpoint, obviously, but also from the director's viewpoint, to sort of play around with his shield, because you mentioned new combat techniques, and the shield is certainly part of it. You did a good job with the shield this time. Yeah, I mean, our approach to the character was, you know, in the 40s, he was off the streets, and he was given this superpower and this sort of John Sullivan style to the fighting, because you know, he wasn't trained at that point. Now that he's been in the modern world for a little while, he has trained and trained significantly. We approached it as if he were the best special operative in the world and knows the most advanced fighting techniques of any soldier in the world. And of course, the shield, you know, is a representative, or it's an extension of his character. So we wanted to find more unique ways to express him as a character through the shield. And we just thought about it from a very practical standpoint. It has two handles. You can hold one handle and use it in more Eastern style of fighting. It's a defensive weapon. It's defensive. It's also offensive. So it has a lot of versatility to it.
Alors c'est vrai que dès le départ, lorsque nous avons abordé ce personnage, eh bien, dans le premier, il combattait en quelque sorte à la Johnny Sullivan, c'est-à-dire vraiment c'était quelqu'un qui n'était pas entraîné, qui n'était pas exercé. Aujourd'hui, dans les temps modernes, eh bien, on voit, en tout cas on a voulu montrer qu'il avait énormément pratiqué et exercé ses pouvoirs et que sa technique de combat est extrêmement moderne. Donc le bouclier pour nous est une extension naturelle de son personnage, de sa personnalité. Donc c'était très important de montrer à travers le bouclier les différentes facettes de son personnage. Par exemple, on lui a donné 2 poignées, ce qui lui permet de combattre un peu plus de la façon, vous voyez, asiatique. C'est-à-dire que c'est à la fois une arme de défense et à la fois une arme d'attaque. Donc nous avons voulu que ce bouclier soit finalement aussi versatile et aussi complexe que d'autres personnages. What about you? Was it like easy, more difficult to handle the shield he was asking? I mean, well, it certainly became easier given the fact this is the 3rd time back with the shield, so it's only more and more comfortable in terms of feeling like it's an extension of your arm. But they did a really good job of using it again as a weapon, as opposed to just a defensive tool. In the comic books, you never get to see how it actually moves. I think there's been I don't want to reference a video game, but I'm going to. In the video game, the shield is used so effectively, and I remember the first time I played it after the first film came out, I just thought we need to start using the shield in a more dynamic manner because it really is an interesting weapon, and it doesn't have to be used solely for defensive purposes. And this is what the Russos put into their plan, and I think they really incorporated it beautifully. In not just the fight sequences, but in their special effects approach as well. Alors c'est vrai que pour moi c'est un peu plus facile parce que c'est la 3e fois, donc je me sens très à l'aise avec ce bouclier qui est comme une extension de mon bras. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ici il est utilisé vraiment comme une arme et pas simplement comme effectivement quelque chose qui sert à se défendre. Et je dois dire que dans les comics par exemple, on ne voit jamais vraiment la façon dont il bouge. Mais je dois dire que la première fois que j'ai découvert le jeu vidéo, après avoir tourné d'ailleurs le premier film, je me suis dit mais c'est génial dans le jeu vidéo parce que le bouclier est utilisé de façon extrêmement dynamique et je me suis dit tiens, c'est comme ça que j'aimerais un jour l'utiliser. Et c'est là où les frères Russo sont très forts, c'est qu'ils ont exactement fait cela. Donc à la fois dans l'action mais également dans les effets spéciaux, eh bien ça a permis vraiment d'amener une présence plus importante au bouclier. Autre question, le micro, ici. Hi. Sylvia for Disney Channel France. My question is to the actor. What would be your secret to be a great superhero? Alors voilà, the 3 of you, what would be the secret to be a superhero? I'll say selflessness. I think there's certainly a wide spectrum of personal drama that each superhero brings to the table. You have characters like Batman that are very dark and brooding, filled with their own angst, and characters like Captain America who refuse to bleed on anybody and are, a model of virtue and morality. But I think the thing that kind of is universal in any superhero has to be a certain level of selflessness, putting other people first, and I think that's what keeps them coming back for more. Alors pour moi en tout cas c'est cette sorte de générosité, de ne jamais penser à soi. Bien sûr, chaque super-héros en quelque sorte est porteur de drames divers. Par exemple, Batman est très différent. Très dur, c'est un monde noir, alors qu'au contraire, Captain America, eh bien, lui, refuse ce genre d'être du côté de la force obscure, il est tout dans la vertu, la moralité. Et je crois que ce qui caractérise le super-héros, en quelque sorte, c'est effectivement eh bien, son altruisme total. What about you, Scarlett? What would it take to be a superhero in your eyes? Just rock hard abs. Like a 6-pack. Oh, okay. Maybe an 8-pack. All right. I never seen. Well, maybe you have one. Hemsworth has an 8. I'd say probably Hemsworth's 8-pack. All right. Donc voilà, donc c'est en fait, vous avez compris, les muscles. Hein, voilà, il parle évidemment de Chris Hemsworth également. Donc pour vous, c'est les muscles. What about you? I'm not a superhero. I know you're not. But the question was addressed to the 3 actors. Probably tolerance, being able to tolerate the lesser beings on the planet. Alors voilà. Don't look at me. You'll never be a lesser being. Thanks, you. Alors voilà, une tolérance en particulier envers les êtres inférieurs. Évidemment, Scarlett, ne me regarde pas quand tu dis ça.
et d'ajouter mais tu ne serais jamais une créature inférieure. Question, autre question? Oui? Bonjour, hello. Got a double question for the directors. The first about the deleted scenes in the movie. Which are they? The one you miss the most, and maybe would like to put back in an extended cut maybe later. And the second part of the question is about the Easter eggs in the movie. We know that Marvel movies are full of them, and which one are in this one, and specifically in the final target list of Insight. There are names we might see if we freeze frame the image. Alors voilà, c'est une question évidemment qui s'adresse au réalisateur. Des scènes qui ont été coupées, est-ce qu'on les verra un jour dans une version Director's Cut au DVD? Et puis est-ce qu'il y a des clins d'œil, des Easter eggs, comme souvent c'est le cas dans les films Marvel? Well, you need to consult now, the two of you, right? Alors. Yeah, the first question was about deleted scenes, right? Deleted scenes. Yeah, well, fortunately, we've been working on this movie for over 2 years now. So there's a long period of time we spent developing the script with the writers. So by the time we got to shoot the movie, the script was very tight, and the movie is remarkably, the final edited movie is remarkably similar to the script. There are a couple of small scenes that have been deleted though, and they will be on the DVD. And the best of them is a scene between Scarlett and Sam, where they have a very nice character moment near the end of the film. It's kind of like Joe and I always say, it's kind of like a master class in acting, watching them in the scene together. They're really excellent. But it was just during, sort of a lull in the movie. We just didn't need that kind of soft character moment at that time, and we ended up cutting it. So certainly need a soft character moment, you're right. Alors voilà, à propos des scènes que vous ne verrez pas dans le film et que vous découvrirez probablement dans le DVD, eh bien d'abord, comme il y a eu à peu près 2 années de développement, donc le scénario et le montage final du film eh bien, sont extrêmement similaires. Mais il y a une scène en particulier entre Scarlett et Sam qui est un moment un peu doux que j'appellerais une masterclass, un peu pour montrer leur jeu d'acteur. Mais on a considéré que vers la fin du film, ce moment un peu doux, eh bien peut-être ne collait pas avec la fin du film. The second part of the question was about the Easter eggs. So which do you have any Easter eggs that you want to discuss, or maybe give it a There are a lot of, especially the end sequences also. By the way, we actually had a conversation with Scarlett about that scene, and I think she was the one who recommended at the time that section might have been a little slow. And she said, I can't believe this, but I think maybe we should take that scene out. Alors ça, this is selflessness. Yes, This is what we're talking about. That's You don't say that, I've got to do it. Alors voilà, That's why évidemment, je dois rajouter, je dois dire que c'est Scarlett elle-même qui en quelque sorte a sacrifié cette scène, parce que c'est elle-même qui a dit, je trouve que finalement c'est pas le bon moment, c'est un peu trop doux, donc c'est elle-même qui a fait preuve effectivement d'un greater good. I think it was in service of good storytelling, and the movie was getting a little slow in that area, so it was a very accurate note. Easter eggs, look, clearly Marvel has a history of Easter eggs. We come from shows like Arrested Development Community, we're pop culture junkies, we love putting Easter eggs in movies, or in our shows, and obviously in this film, because it just adds a level of enjoyment for the audience the second, third time through they view the movie. I think Sam is wearing a Pulp Fiction t-shirt today. There is a Pulp Fiction reference in the film. Bob Redford, when he opens the refrigerator, there's a Newman's Own salad dressing in there. Titled one of the books on, pay close attention to the title of the books on Steve Rogers' bookshelf in his apartment. There's lots of, those are 3. There's 5 or 6 more. We'll leave that to the audience to find those. Alors voilà, d'abord, tous les deux, nous avons toujours aimé dans tout le film, des séries, nous avons toujours aimé évidemment ces clins d'œil, et Marvel est connu pour cela évidemment. Alors, disons que je vais vous en dévoiler par exemple 3. Eh bien Sam, il y a des références à Pulp Fiction, et d'ailleurs nous avons le Pulp Fiction t-shirt, thanks for that. Lorsque Robert Redford ouvre son frigo, eh bien si vous l'avez remarqué, il y a de la vinaigrette signée Paul Newman. Et puis, si vous faites attention aux livres qui sont chez Steve Rogers, eh bien, je ne dirais pas, mais regardez bien le titre des livres, parce qu'on pense toujours que c'est très intéressant
pour le public qui va parfois revoir le film 2 fois ou 3 fois, et bien à chaque fois de découvrir des choses et d'être surpris. Autre question. Oui, le micro. Si. Oui, là-bas. Bonjour. Une question aux 3 comédiens, savoir quelle scène leur avait donné le plus de plaisir d'interprète. Et une question subsidiaire pour Scarlett Johansson. J'ai cru comprendre qu'elle pensait réaliser un film, et je voulais avoir confirmation ou pas. All right, so the first part of the question is for the 3 of you. As actors, which scene proved the most enjoyable to actually play? Well, for me, you know, given a movie like this, you're so saturated in action all the time. It's nice when you get to have a still moment. It's nice when you actually get to exchange and emote. And it is a really beautiful scene where I actually have very little to do with it, where Scarlett's character and I have a moment of reflection, and Natasha specifically is kind of learning a bit about herself. And I think in all the Marvel movies I've seen her in so far, it's the one where you see Natasha kind of crack, you know, and expose a bit of herself. It's the most vulnerable I've seen Natasha behave, and she's so phenomenal in the scene. Like I said, I didn't do much, I just got to watch, but it's my favorite without giving so much away. Alors, en ce qui concerne, c'est vrai que dans la mesure où le film est effectivement plein d'action, eh bien pour moi, ce qui est intéressant, c'est les moments un peu plus calmes où on peut vraiment faire parler l'émotionnel. Il y a une scène que j'aime beaucoup, dans laquelle d'ailleurs je fais très peu de choses, mais en revanche, Scarlett, dans le personnage de Natasha, eh bien, montre un aspect d'elle-même qui est très rarement vu, et à la fois dans les comics et dans les films, c'est-à-dire une certaine vulnérabilité. Pour la première fois, elle s'ouvre un peu. Et ça, pour moi, c'est une scène de nouveau à laquelle je n'ai pas beaucoup participé parce que je l'ai regardé jouer et c'est un moment qui m'a touchée infiniment. What about you, Scarlett? What would be the scene you had the most pleasure in? The deleted scene with Sam, probably. No, I'm just kidding. Tu l'as compris, la scène qui n'est plus dans le film. Non, c'était blague. I mean, that was one of the most pleasurable for me. And then, of course, the scene that Chris just described. And I think anytime, you know, these films, of course, the productions are huge, and we were there for the entirety of them. And, you know, there's plenty of days where, you know, we just kind of do that, like, stop, look, run, acting, run kind of thing. You know, and that could go on for 2 weeks while a huge sequence is being filmed. You know, of course, the impact of the sequence in the end is explosive, but, you know, it's not like what you wake up to do every day. You know, it just sort of becomes a kind of a job at that point. And I think all of the scenes where I got to work with Sam, or, you know, where I got to work with Chris or Anthony or Cobie, I mean, the scenes that we were actually really enjoying, you know, the written word, and, you know, be able to give a nuanced performance. You know, that's the joy of coming to work every day. You know, is really being able to play with the other actors, and you know, luckily this time around I think we had quite a few good moments like that. Alors pour moi, évidemment, c'est la scène, donc vous ne verrez pas, mais vous la verrez en DVD que j'ai eu avec Samuel Jackson, mais c'est évidemment aussi la scène que vient de recréer Chris, parce que, évidemment, il faut comprendre que c'était une production énorme, et parfois, pendant 2 semaines, nous tournions une séquence où il n'y avait que vraiment à courir, s'arrêter, enfin vraiment des scènes d'action pure et dure, même si on sait qu'une fois le film monté, cette scène sera explosive et formidable, ce n'est pas ce n'est pas le plus agréable pour un acteur. En revanche, toutes les scènes où l'on nous permettait, justement mes scènes avec Samuel ou bien mes scènes avec Chris, de jouer, d'être dans le verbe, d'être dans le scénario, de pouvoir nuancer mon personnage, eh bien ça pour moi c'était ce qu'il y avait de plus agréable. Et je trouve que dans ce film, dans ce de l'hiver, eh bien, il y a vraiment davantage de scènes comme celle-ci qu'auparavant. What about you, Samuel? I wouldn't say it was the most fun, but interesting. Only because as a young actor, you know, you sit in the theater and you look at famous actors on screen, and it never occurs to you that you're going to be on screen with one of those famous actors. So those days that I worked with Redford were really interesting, just to be there in the space with him and to be able to do, you know, those scenes and, you know, say to yourself when you get home, you can talk to your friends and go, so what did you do today? I said, yeah, I actually worked with Redford today. Redford? Really? Robert Redford? So, yeah, those kind of things are always surprising, even for me. I can still be surprised by it.